Salutations, je suis Chad, et si vous connaissez mon contenu, vous pouvez probablement remarquer que je porte quelque chose de différent de ce que je porte habituellement, ce qui est en fait le sujet de cette vidéo. Ceci est la brigandine. Qu'est-ce que la brigandine? Certains d'entre vous pourraient se demander. Eh bien, c'est un type d'armure médiévale très populaire et efficace qui est malheureusement négligé dans de nombreuses adaptations de la période médiévale, que ce soit dans la fantasy ou dans des œuvres basées sur une période historique, surtout pendant les époques où la brigandine était vraiment populaire. Très souvent, elle est complètement ignorée comme si elle n'avait jamais existé, ce qui est vraiment dommage parce que la brigandine était en réalité l'une des armures les plus répandues à l'époque où elle était utilisée, aussi bien pour le soldat moyen que pour la noblesse. Il est donc temps d'essayer de ramener la popularité et la notoriété de la brigandine sur le devant de la scène, et c'est justement le but de cette vidéo. Vous avez sûrement noté que je ne porte pas mes lunettes, car je souhaitais une expérience plus authentique. Mais dans quelle mesure est-ce réellement le cas? Parce que certains d'entre vous pourraient se demander à quel point l'équipement que je porte est fidèle à l'original. Je vais en parler plus en détail plus tard dans la vidéo, mais avant d'y arriver, je vais parler de la brigandine, ce que c'est, sa fabrication et sa popularité au Moyen Âge. Ses avantages et ses inconvénients, puis je vais parler de ce que je porte ici. Et pour en dire un mot rapidement, pas en détail, mais pour en dire un mot rapidement. Maintenant, je dois remercier le fabricant qui a réalisé cet équipement, à savoir Steel Mastery. Vous voyez, Steel Mastery m'a contacté et a proposé, en échange d'un article de leur sélection, un simple remerciement, et ils ont été très malins de faire cela. Parce qu'en général, un seul article n'atteint pas la valeur standard d'un véritable partenariat ou d'une mention, mais quand je suis allé sur leur site web, j'ai vu leur brigandine, mais plus précisément cette cuirasse, et je me suis dit « Oh, j'aime ça, j'aime vraiment ça ». Alors je me suis dit « D'accord, envoie-moi celle-là ». Et après l'avoir reçue, je l'ai vraiment aimée. Je l'adore tellement et j'ai été tellement impressionné qu'ils n'auront pas juste droit à une mention. Je vais leur faire une critique complète. D'accord. Et une énorme recommandation, donc bien joué, Steel Mastery, bien joué, parce qu'en plus de m'avoir envoyé une brigandine, quand je suis allé sur leur site, j'ai aussi acheté de mon propre argent les spalières, les brassards et un gambison supplémentaire en plus de celui qu'ils m'envoient. Ils envoient un autre gambison, mais j'en ai acheté un autre en plus de ça parce que j'aime tellement. Et aussi des chaussures, donc ils ont fait de moi un client, n'est-ce pas? Bref. Un grand bravo à Steel Mastery, d'excellents produits et je suis vraiment impressionné par tout ce que j'ai reçu de leur part et je vais en parler plus en détail. Je reviendrai là-dessus plus tard dans la vidéo quand je ferai la critique complète de cet article et j'aborderai aussi à quel point il est historiquement authentique et plausible. Je pense avoir besoin de mes lunettes car c'est flou. Il se peut que ce soit juste moi. Tu sais, Chad porte des lunettes maintenant. À quel point est-ce étrange de ne pas porter de lunettes? Parce que j'ai l'impression que je ne devrais pas porter de lunettes quand je porte, tu sais, des tenues assez authentiques, parce que ce sont bien sûr des lunettes modernes. Est-ce que ça casse un peu l'immersion? Je ne sais pas. D'accord, dites-le moi dans les commentaires, d'accord? Il y a quelques semaines, j'ai posté une photo de moi dans cette tenue pour la première fois, juste pour partager que ça rendait plutôt bien. Et de façon intéressante, il y avait un nombre assez décent de personnes. Enfin, évidemment, une petite minorité par rapport à tous ceux qui ont commenté, mais il y avait quand même pas mal de gens qui disaient « Pourquoi tu portes du cuir clouté ?» La moitié d'entre eux semblaient juste troller, faire des blagues et s'amuser, ce qui est génial. J'adore un bon troll, d'accord, il m'arrive aussi d'être un peu troll parfois, mais l'autre moitié semblait vraiment penser et était sérieuse que c'était du cuir clouté. Et rien que ça a confirmé en grande partie les soupçons que j'avais sur la confusion entre la brigandine et la montée de l'armure en cuir clouté dans les univers fantastiques. Parce que quand on regarde ça et qu'on ne s'y connaît pas vraiment, c'est du tissu, pas du métal. D'accord. Et il y a des clous, donc le cuir peut être tanné et prendre une certaine couleur, donc cuir clouté. Et il y a beaucoup d'images de brigandines dans les œuvres d'art médiévales historiques. Donc il est très facile de comprendre comment les gens ont pu mal l'identifier. Et je pense vraiment que c'est la genèse, la cause de la fausse armure historique connue sous le nom de cuir clouté qui est si populaire dans la fantasy, en particulier Donjons et Dragons. Mais non, ce n'est pas du cuir clouté, c'est de la brigandine, et certains d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce que la brigandine si vous ne la connaissez pas?
C'est un type d'armure métallique, d'accord. Et c'est en fait un type d'armure vraiment astucieux et ingénieux. Et comme je l'ai mentionné, il était vraiment populaire à l'époque médiévale. Alors, pourquoi est-ce astucieux? Et qu'est-ce que c'est exactement? Donc, sous cette surface en tissu, il y a des plaques métalliques segmentées qui ont en fait été rivetées directement sur le tissu pour les maintenir en place. Maintenant, pourquoi feriez-vous quelque chose comme ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons, ce qui explique en fait pourquoi la brigandine était si populaire historiquement. Tout d'abord, il est en fait beaucoup plus facile de fabriquer de petites plaques métalliques qu'une grande feuille entière. Il y a moins de risques d'échec pendant le processus de fabrication, le processus de forge, et s'il y a un échec, s'il y a une fissure ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas besoin de tout jeter. Vous jetez simplement une seule plaque et vous ne perdez pas trop de ressources. Donc déjà, on voit beaucoup d'avantages rien qu'en fabriquant l'objet. Et le processus de fabrication est en fait beaucoup plus facile parce que lorsqu'on fabrique une pièce de métal solide, il faut beaucoup de martelage pour obtenir la forme voulue, puis il faut la mesurer à la personne. Il faut s'assurer que l'épaisseur du métal est uniforme, parfois plus épaisse à l'avant et plus fine sur les côtés, puis il faut veiller à ce que ces plaques s'emboîtent très précisément avec les autres grandes plaques, et il y a beaucoup de risques d'échec. Comparez cela à une brigandine qui est faite de plaques de métal dont la taille peut varier, et j'entrerai dans plus de détails à ce sujet lorsque je commencerai à parler des différents types de brigandines et aussi un peu de l'histoire de leur développement. Mais si l'on parle simplement de l'objet fait de petites plaques, pour l'adapter à la bonne personne, ce n'est pas forcément la forme des plaques qui compte, mais plutôt l'endroit où on les rivette à travers la surface, ce qui lui donne la forme et la taille souhaitées. Et c'est un procédé bien plus simple. En suivant simplement ce raisonnement logique, on peut comprendre assez clairement que la brigandine était à la fois plus facile à fabriquer et donc moins chère, car si quelque chose est plus simple, cela prend moins de temps à produire, donc moins de main-d'œuvre, c'est plus abordable. Mais cela est également confirmé par les sources historiques, car la brigandine était portée par des soldats plus ordinaires. En effet, elle était même assez populaire parmi les archers. Un autre petit détail qui montre que la brigandine était plus abordable ou utilisée par des personnes ayant moins de ressources, c'est que la plupart d'entre elles, pas toutes, mais une bonne partie, s'ouvrent à l'avant. Maintenant, comparez cela à une cuirasse en métal massif qui s'ouvre généralement sur les côtés et qui, à cause de cela, est bien plus difficile à enfiler et à retirer. En effet, il faut généralement l'aide d'un écuyer pour porter une armure complète, mais je peux le confirmer moi-même, comme la brigandine s'ouvre à l'avant, on peut l'enfiler tout seul assez facilement. J'admets que fixer les spalières, c'est un peu plus délicat, mais toutes les brigandines n'avaient pas forcément de spalières ou de brassards attachés. Et les types de spalières et de brassards que je porte, je vais expliquer cela plus en détail, sont moins représentatifs des types plus courants de protection supplémentaire pour les bras ou les jambes qui accompagnaient les brigandines historiquement. Mais très souvent, la brigandine était portée seule comme plastron. Et j'ai déjà testé cela dans une vidéo précédente où je tire avec mon arc de guerre lourd. Je voulais voir ce que ça faisait de tirer uniquement avec la cuirasse de brigandine et cela ne gênait pas du tout. C'était vraiment très confortable à porter uniquement avec la cuirasse et j'ai même pu faire un test de tir rapide avec l'arc de guerre en portant la brigandine, donc l'amplitude de mouvement n'était absolument pas gênée. Je comprends vraiment pourquoi un archer serait heureux de la porter et voudrait la porter pour la protection supplémentaire qu'elle offre. Mais en plus du plastron, il était aussi courant d'avoir des spalières attachées à la brigandine du torse ainsi que des protections complètes pour les bras. Voici à quoi ressemble l'intérieur de la spalière, et comme vous pouvez le voir, il y a des plaques de métal rivetées au tissu par-dessus. Maintenant, lorsque cette méthode est appliquée, disons, à une cuirasse complète, ce que vous en retirez, c'est une plus grande liberté de mouvement par rapport à une cuirasse en métal massif. L'un des inconvénients de cela, c'est qu'il y a beaucoup plus de compression, d'accord, mais je vous assure, c'est vraiment très résistant. Cependant, si je reçois un coup avec quelque chose de vraiment lourd, cela va transmettre plus de force contondante parce qu'il n'y a pas de structure maintenant pour maintenir la brigandine séparée. D'accord? Mais ce que j'en retire, comme je l'ai mentionné, c'est la liberté de mouvement. Regardez les côtés, comment ils peuvent se plier et se comprimer, et regardez l'avant quand je me penche comme ça, quand je me redresse comme ça, il y a une plus grande amplitude de mouvement.
Je trouve cela particulièrement utile pour les mouvements des bras parce qu'un des signes d'une brigandine bien faite, et j'ai vraiment remarqué une différence nette entre celle que je porte et d'autres modèles que j'ai vus, c'est d'ailleurs une des choses qui m'a attiré vers ce modèle au départ. C'est la connexion latérale des bras. D'accord? Sur les côtés, là où ça se connecte et s'attache par-dessus l'épaule, ça rentre vers l'intérieur et c'est exactement ce qu'on veut. Hein? Parce que d'autres modèles que j'ai vus, sur le côté, ça montait simplement, ça ne rentrait pas comme ça, si vous pouvez voir ici. Et à cause de ça, quand on voulait avancer les bras, ça rentrait dans les côtés de vos bras, mais comme celui-ci ne le fait pas, j'ai une amplitude de mouvement totale. Regardez ça, une amplitude de mouvement totale. Maintenant, je peux même lever les bras encore plus haut. Quand je ne porte pas les spalières, donc ajouter les spalières et les brassards restreint un peu plus mes mouvements. Mais ce n'est pas gênant. Regardez l'amplitude de mouvement juste ici. D'accord, c'est quand même assez complet. Mais voilà, ça s'arrête juste ici. D'accord. Et à cause de ça, vous voyez, je peux toucher mon visage. Je peux tout faire, mais je pourrais en fait plier mon bras encore plus sans ça. Mais quand même, c'est comme un mouvement pratiquement complet avec très peu de résistance, mais la conception de la brigandine aide en fait encore plus parce que en plus d'avoir les bonnes proportions, il y a en fait une flexibilité supplémentaire sur les côtés où ils peuvent être tirés vers l'intérieur. Voyez ici, normalement, sans les renforts, je peux plier mon bras et attraper les côtés de la brigandine, mais là, je ne peux pas. Mais les côtés vont se comprimer vers l'intérieur et vers l'extérieur. Peut-être que vous pouvez le voir quand je fais ça. OK, voyez le devant de la poitrine qui se comprime quand je rapproche mes bras, puis qui se détend. Si c'était une cuirasse solide, ça ne ferait pas ça. Je n'aurais pas cette liberté de mouvement supplémentaire avec mes bras, ce qui est particulièrement utile si vous tirez à l'arc, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de mouvements du bras à travers la poitrine, puis en arrière, puis à travers et en arrière. Donc, vous voulez vraiment cette mobilité supplémentaire, honnêtement, ça aide. Un autre grand avantage de la brigandine, c'est qu'elle va en fait convenir à plus de taille, et je peux le confirmer avec ce modèle en particulier aussi, ce qui bien sûr s'appliquerait à d'autres styles similaires, c'est que là, je porte un gambison très épais et entièrement rembourré sous cette brigandine. Certes, il n'était pas aussi courant au 15e siècle de porter un gambison complet comme celui-ci, et le gambison que je porte est dépassé de 100 ans ou plus. D'accord, je porte un gambison d'un style plus ancien, donc il y a un peu d'anachronisme, mais cela reste historiquement plausible. Et encore une fois, je veux parler de la différence entre la plausibilité historique et l'exactitude historique. Plus tard, lorsque je passerai en revue la brigandine spécifique, mais comme le gambison que je porte est si épais, il me fait paraître quelques tailles de plus que sans lui. J'ai déjà porté cette brigandine avec seulement une chemise en lin et elle m'allait parfaitement. Il suffisait de la serrer un peu, d'augmenter le chevauchement et c'était un ajustement parfait. Et maintenant, je ne peux pas autant la serrer, mais comme j'ai plus de place pour bouger, elle me va parfaitement et elle est complètement fermée. D'accord. Donc, ça me va toujours et le chevauchement est complet. On pourrait y enfoncer un couteau, mais avec beaucoup d'efforts, ce qui est clairement l'une des faiblesses de la brigandine. Réussir à passer quelque chose à travers ou entre les plaques, alors que c'est tout simplement impossible avec une cuirasse pleine. Mais il ne faut pas en conclure que les gens choisissaient toujours une cuirasse pleine plutôt qu'une brigandine dans ce cas, car il existe d'innombrables œuvres d'art médiévales représentant ce qui semble être de la haute noblesse, portant une brigandine. D'accord. Et je ne peux que supposer qu'ils faisaient ce choix parce qu'ils acceptaient ce compromis, ils appréciaient certains avantages qu'offre la brigandine et acceptaient certains inconvénients qu'ils n'avaient pas avec une armure complète. Et n'oubliez pas que le coût est un facteur important, mais aussi la liberté de mouvement qui est énorme également. Mais il y a un autre élément vraiment intéressant qui, je pense, entre en jeu et c'est la mode, parce que les brigandines, par leur nature même, sont conçues pour être fixées à une doublure en tissu. On peut choisir n'importe quelle couleur pour la surface. Et à cause de ça, minces, elles ont vraiment de l'allure. Par exemple, quand je réfléchissais au type d'armure vers lequel je voulais évoluer dans ma propre progression d'équipement, oui, j'aurais pu essayer d'économiser pour un harnois complet. Cela reviendrait très cher et je n'en ai actuellement pas les moyens. Mais même quand je pourrais me le permettre, je préfère l'allure de la brigandine. Je pense que je vais rester avec la brigandine parce qu'elles ont vraiment trop de style.
Et pour moi, en tout cas, je préfère la mobilité supplémentaire, la liberté de mouvement en plus, d'accord? J'ai un peu plus de flexibilité avec ce que je porte en dessous. J'aime la plus grande liberté de mouvement et sa valeur protectrice reste phénoménale, d'accord? Une brigandine est bien plus protectrice qu'une cotte de maille masculine, d'accord? Maintenant, très souvent, et c'est beaucoup plus représenté dans l'art, les brigandines sont portées avec une cotte de maille en dessous. Pour moi, c'est trop lourd. Si je devais combiner cotte de maille et brigandine, ce serait sur un pourpoint rembourré avec des manches en maille uniquement. Je ne pense vraiment pas avoir besoin de la couche supplémentaire de maille sous des plaques de métal solides. Et donc, en termes de valeur protectrice, cela n'offrira qu'une petite augmentation marginale de la protection pour cette raison. Les flèches ne traverseront pas des plaques de métal solide. Comme ceci, en termes d'impact contondant, la cotte de maille n'a aucune structure du tout, donc elle ne va pas vous protéger davantage. Avec une couche supplémentaire de maille en dessous de cette chose contre les coups contondants, le seul gain supplémentaire qu'elle pourrait offrir concerne les attaques perforantes. Si quelque chose passe entre les articulations, vous savez, de la brigandine, entre les plaques ou l'ouverture à l'avant, la cotte de maille pourrait faire l'affaire en termes de simple pénétration à travers la maille. Il est très difficile de percer la maille d'une cotte de maille. Il faut beaucoup d'élan. C'est la seule raison pour laquelle on voudrait en porter une sous une brigandine. Et ce serait plutôt une situation exceptionnelle. Je sais que si tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de la maille sous la brigandine, tu serais content de la porter parce que sinon, tu serais mort. Mais pour la plupart du temps, d'après ce que je vois, je suis très satisfait du niveau de protection que ça m'apporte. C'est vraiment solide. Il n'est pas si étonnant que les gens se sentaient protégés en portant ça. Et l'un des derniers avantages évidents de la brigandine par rapport à d'autres types d'armure, c'est qu'elle est beaucoup plus facile à réparer. Réfléchis-y. Concernant la plaque, il est possible de la cabosser et même de la percer dans certains cas. En général, ce qui perce la plaque va rester coincé dedans et n'aura pas assez de puissance de pénétration supplémentaire pour causer des dégâts mortels, et ça ne pénètre qu'à peu près jusque-là. Donc, même les projectiles traversant l'armure ne seraient généralement pas mortels pour son porteur. Mais admettons que cela arrive malgré tout. Évidemment, vous voudriez réparer ce trou, mais si c'était une plaque de métal solide, comment feriez-vous? Avec une brigandine, il suffit de remplacer la petite plaque, d'en mettre une autre, de l'arriver à nouveau, et c'est reparti. D'accord. Et en ce qui concerne le remplacement du tissu, c'est beaucoup plus facile que de remplacer de l'acier, donc c'est bien plus réparable et facile à entretenir qu'une armure de plate complète. Donc, encore un gros avantage. L'autre chose à comprendre à propos de la brigandine, c'est que ce n'était pas forcément l'un ou l'autre. Souvent, la brigandine était combinée avec des plaques solides, que ce soit des épaulières en plaques solides, donc ce ne seraient pas des épaulières en brigandine, comme celles que je porte, mais des plaques solides, sans tissu dessus, ou d'autres parties de l'armure sur les bras ou les jambes, qui étaient en plaques solides. Il y avait donc un peu de mélange. Je pense que la brigandine devrait être considérée comme équivalente à la plate complète à cause de ses avantages et inconvénients. Ce n'est pas juste des points négatifs qui la rendent moins bonne, mais elle est plus abordable. C'est pour ça que les gens la portaient. Non, des nobles qui avaient de l'argent choisissaient la brigandine, et donc je pense qu'elle devrait être considérée sur un plan plus équivalent en comprenant ses avantages et inconvénients. D'accord? Je ne dis pas qu'elle est meilleure en tout point. Je dis qu'elle offre certains avantages que l'armure de plate complète n'offre pas, et elle devrait être bien plus représentée dans la fantasy, mais aussi dans les périodes historiques qui essaient de la montrer. Et donc, si on regarde un des exemples les plus récents, le film. Le roi, avec la grande bataille finale d'Azincourt, s'il y avait bien un endroit où il fallait voir des gens porter des brigandines, c'était dans cette bataille-là. Il n'y en a pas un seul dans tout le film. D'accord, j'en ai d'ailleurs parlé quand on voit les chevaliers se mettre en ligne. Ce n'était pas pendant la bataille d'Azincourt que j'ai mentionné ça dans ma critique, mais avant, je disais déjà « Pourquoi personne ne porte de brigandine ?» D'accord, donc il faut vraiment la remettre à la mode parce que c'est tellement classe, la brigandine. Non seulement c'est vraiment efficace, mais en plus, ça a vraiment de la gueule, sérieusement. Et ça nous amène justement à la partie suivante concernant les différents types de brigandines et les styles.
parce que ce que je porte, moi je l'aime particulièrement, mais ce n'est pas représentatif d'un des styles de brigandine les plus courants qui ont des tailles plus fines et effilées. On les appelle d'ailleurs les tailles de guêpe. En réalité, la cuirasse que je porte ici est plus représentative des types de brigandines de transition entre l'armure dont elles sont issues ou dont elles ont évolué, à savoir la coat of plates. On peut donc voir ici la progression logique à partir de la maille. Quand on avait juste une cotte de maille, on y ajoutait des plaques solides, parfois portées en même temps comme des spalières ou d'autres éléments de ce genre. Et puis quelqu'un a eu la brillante idée de fixer ces plaques sur du tissu ou du cuir. En effet, le cuir peut recouvrir les brigandines, mais ce sont les plaques de métal qui assurent la protection principale et non le cuir. Le cuir ne sert qu'à maintenir les plaques ensemble en surface. Et donc, les tuniques à plaques avaient généralement des plaques beaucoup plus grandes, parfois même de longues bandes complètes comme ici, d'accord? Et au fur et à mesure de l'évolution et de la transition vers la brigandine, les plaques ont commencé à devenir plus petites. C'est le genre de schéma général que l'on observe. Les tuniques à plaques et les brigandines retrouvées sur le site de la bataille de Visby en sont un bon exemple. On observe une grande variété de types de tuniques à plaques ainsi que des brigandines ou des brigandines qui sont dans une sorte de période de transition où l'on voit des plaques qui ne sont pas du tout aussi grandes que d'autres. Parfois, il y a des plaques de la taille de celle que je porte, qui est à peu près comme ça, voire des plaques encore plus petites. Et les plaques plus petites, qui ressemblent presque à de petites étiquettes rectangulaires, sont en fait les types de configurations que l'on retrouve sur certains des styles plus tardifs de brigandine. Surtout celles qui ont la taille fine et effilée en forme de guêpe. Donc, la cuirasse que je porte n'est pas basée sur l'un de ces types. En fait, celle que je porte est basée sur la brigandine Schocus type 2 et j'ai découvert cela lors de mes propres recherches pour essayer de trouver le type de brigandine sur lequel elle était basée. Mais ensuite, j'ai contacté Steel Mastery, les fabricants, pour confirmer avec eux de manière indépendante, sans rien leur dire sur ce que j'avais trouvé. Ils ont dit, oui, c'est l'une de leurs interprétations du Schocus type 2 et il y a plusieurs interprétations différentes que l'on peut en faire parce qu'il est malheureusement un peu en mauvais état. Et la Schocus type 2 est considérée comme une brigandine du début du 15e siècle, mais celles qui représentent bien mieux les brigandines de cette période sont celles avec une taille très fine et fabriquées avec de petites plaques de métal. Mais ce ne sont pas les seuls types non plus. Il y a en fait... Est-ce qu'on appelle ça une brigandine? Les avis divergent. C'est un type de brigandine qui est en fait composé de plaques presque solides, d'accord? Et elles sont rivetées sur des tissus et ont généralement une seule ligne de rivet qui descend de façon semi-circulaire jusqu'au côté. Parfois, ces brigandines sont ouvertes à l'avant pour qu'il soit facile de les enfiler sans aide, mais il y en a d'autres qui semblent être faites uniquement de plaques solides ou seulement de deux grandes plaques, une supérieure et une inférieure, et il y a très peu de différence entre cela et une cuirasse métallique complète, à part le tissu en surface. Alors, est-ce qu'on appelle vraiment ça une brigandine? C'est un type. Je dirais que c'est un type de brigandine. Et cela montre à quel point les gens trouvaient la brigandine à la mode, avec de la couleur en surface, au point qu'ils ont même commencé à faire ça avec des armures qui étaient pratiquement équivalentes à de simples plaques solides. Ils mettaient du tissu dessus, ils plaçaient les rivets selon un certain motif pour que ce soit élégant et tout ça, parce qu'il ne faut jamais sous-estimer l'impact de la mode dans presque tous les aspects de la vie, surtout pour l'armure. Donc la brigandine mérite bien plus d'amour et d'appréciation qu'elle n'en reçoit actuellement dans toutes les adaptations de la période médiévale, mais cela dépend aussi du moment de la période médiévale que vous adaptez, d'accord? Parce que les coats of plates, c'est au XIVe siècle qu'ils ont commencé à apparaître, et vers la fin du XIVe siècle, on voit la transition du coat of plates vers la brigandine, ainsi que des modèles de transition comme celui que vous me voyez porter. Et au 15e siècle, il y a aussi des types de transition comme le Trocus type 2 et aussi le modèle plus classique avec la taille de guêpe, ainsi que des versions en plate complète.
Mais en ce qui concerne la fantasy, eh bien, dans la fantasy, on peut être anachronique et mélanger beaucoup plus de choses, ce qui nous amène en fait à la prochaine partie de cette vidéo où je vais parler de l'équipement spécifique que je porte, faire un petit retour dessus et aussi, encore une fois, partager cela avec Steel Mastery, parce qu'en termes de rapport qualité-prix, d'accord, c'est facilement l'un des meilleurs modèles que j'ai personnellement trouvé dans cette gamme de prix. Il y en a qui coûtent bien plus cher que vous pouvez trouver, fabriqués par des gens qui essaient d'être aussi fidèles que possible aux modèles originaux, mais cela ne veut pas dire que celui-ci n'est pas aussi fidèle que possible au modèle dont il s'inspire non plus, d'accord, mais en termes de qualité et de coût, eh bien, il y a une différence à ce niveau-là, mais je suis vraiment impressionné par la qualité que celui-ci offre dans cette gamme de prix également. Maintenant, ce n'est pas pour dire que c'est donné non plus. C'est, vous savez, assez coûteux. La cuirasse, juste la cuirasse seule, coûte 316 €. Non, 360 €, désolé. Cela équivaut à 416 $ américains et environ 580 $ australiens, ce qui reste une somme conséquente, je l'admets. Et cela n'inclut pas les spalières ni les brassards. C'est juste la cuirasse brigandine seule. Mais en ce qui concerne les autres brigandines dans cette gamme de prix, celle de Steel Mastery est vraiment de très bonne qualité. J'ai été complètement impressionné et à cause de cela, ils reçoivent une bien plus grande mention que ce à quoi j'avais initialement consenti. Parce que, voilà, quand c'est bon et quand je suis satisfait de ce que je reçois, eh bien voilà, tu vois? Donc, encore une fois, bien joué. Donc, comme je l'ai mentionné, Steel Mastery m'a en fait informé que la cuirasse est spécifiquement basée sur la brigandine Showcase Type 2 que vous pouvez voir sur cette image ici. Et il y a quelques interprétations différentes de celle-ci. En ce qui concerne la configuration des plaques, certains disent que si vous regardez l'image, il n'y a que 3 couches de plaques sous l'aisselle, mais si vous regardez bien le tissu, il y a des trous de rivets dans le tissu à cet endroit, ce qui indique au moins une couche supplémentaire de plaques, voire 2 couches supplémentaires. D'accord, donc en me basant sur l'épreuve, voici la version qu'ils ont réalisée et j'en suis vraiment satisfait. Il y a quelques petits détails qui m'inquiètent un peu et cela fait partie de mon évaluation. En ce qui concerne les rivets sur le tissu, d'accord, les renforts vont tenir en raison du peu de mouvement. En ce qui concerne la pièce de poitrine, là où il va y avoir beaucoup de mouvement et parfois beaucoup de pression sur ces points de rivet, je crains que le tissu ne cède, tu vois, ou ne se déchire autour du rivet et que le rivet finisse par s'en détacher. Jusqu'à présent, aucun problème. Seul le temps nous le dira. Je compte bien porter ça longtemps. Ça deviendra sûrement mon principal équipement vidéo d'extérieur, car c'est vraiment top. Ce kit spécifique a en fait suscité une discussion intéressante que j'ai eue en ligne sur l'exactitude historique de celui-ci et sur ce que le terme exactitude historique signifie réellement. Maintenant, certaines personnes ont critiqué la brigue en disant qu'elle n'est pas du tout précise, pensant que toutes les brigues devaient avoir une taille très fine. Et c'est complètement faux, d'accord? Ce n'est confirmé ni dans les œuvres d'art, ni dans les exemples historiques qui ont survécu. En fait, nous avons plusieurs exemples de brigandines à ouverture frontale qui n'ont pas la taille serrée et fuselée, qui semblent être plus iconiques ou classiques du 15e siècle. Et le Showcase Type 2 est exactement l'un de ces modèles. Et donc, en regardant l'exemplaire survivant et cette reproduction, en parlant uniquement de la cuirasse maintenant, pas des épaulières et des brassards, la cuirasse est une reproduction très fidèle d'après ce que je peux voir. Et pour être aussi fidèle dans cette gamme de prix, c'est très impressionnant. L'autre point qui m'inquiète, c'est qu'il y a une doublure intérieure sur celle-ci. On ne sait pas si le modèle Chalkers Type 2 avait une doublure intérieure. Et la couture qui relie la doublure intérieure à l'extérieur est fine et les points sont très espacés et j'ai peur qu'ils ne se déchirent. Donc juste comme suggestion de qualité, je dirais que vous devriez peut-être rendre la couture plus serrée et plus solide, juste pour éviter qu'il n'y ait des déchirures ou des accros à ce niveau-là. Mais qu'en est-il de ces autres pièces comme les spalières et le gambison? Parce que, encore une fois, cela soulève une question intéressante sur ce qui est historiquement exact, car j'ai généralement utilisé ce terme de façon plus large. Si c'était historiquement plausible, cela signifie que c'est un type de précision, donc c'est essentiellement suffisamment précis, et j'ai toujours appelé cela, de façon informelle, être précis. Mais certaines personnes ont soulevé une distinction importante, ou
quelque chose de plausible ne signifie pas nécessairement que c'était exact. Et cela pourrait impliquer une idée incorrecte, parce que si quelque chose était plausible ou possible, cela ne veut pas dire que c'était répandu ou représentatif, et c'est significatif, je pense, parce qu'un bon exemple est... par exemple, les épées et les vikings, quand on voit une reconstitution viking. Selon mes observations, cela ne s'applique pas à tous les groupes de reconstitution. Je ne cherche pas à être critique ici. Je vois simplement beaucoup d'épées dans les reconstitutions vikings, alors qu'historiquement, les épées étaient en fait assez rares. D'accord? Les armes les plus utilisées par les vikings étaient la lance, puis la hache, qui étaient plus chères et prestigieuses. Les épées ne devraient pas représenter 80% des armes qu'un groupe viking utilise, mais c'est généralement ce que l'on voit. Alors, est-ce que les vikings avaient des épées? Oui, absolument, c'est tout à fait exact, mais est-ce que chaque viking avait une épée? Non, ce ne serait pas exact, et donc on voit ici un contraste intéressant sur ce qui est réellement exact, parce que ce que je porte ici, en termes de tenue complète de tout l'équipement, est historiquement plausible. D'accord? Ces spalières sont un élément intéressant à discuter parce qu'elles sont basées sur cette image juste ici. Maintenant, cette image nécessite une interprétation parce que les proportions sont un peu... Les spalières sont fausses et différentes. La tête est disproportionnée par rapport au corps. Quelle est donc leur taille réelle? Parce que sur l'image, les spalières descendent clairement jusqu'à l'épaule du gars. Mais est-ce que c'est la bonne taille par rapport à son corps ou la bonne taille par rapport à la brigandine et à sa tête? Et donc, il va falloir un peu d'interprétation. Maintenant, Maîtrise a quand même choisi une version plus grande, celle-ci, et honnêtement, j'ai choisi celle-ci à cause de leur taille. J'aime le look, d'accord, et j'aime aussi qu'elle soit la plus protectrice en plus de ça, donc j'aime bien qu'ils aient choisi cette interprétation. Est-ce qu'elles étaient plus petites? Eh bien, on ne sait pas. Au final, on ne peut pas savoir. C'est une œuvre d'art, mais on sait, grâce à d'autres œuvres, que les spalières de style brigandine pouvaient être très grandes. Regardez ces autres exemples. Donc, c'est clairement historiquement plausible, mais on ne sait pas si c'est 100% exact, d'accord? L'autre point à considérer est la probabilité que des spalières comme celle-ci, si elles existaient au Moyen Âge, soient associées à une brigandine comme celle-ci. On ne le voit pas représenté dans l'art. Ce que l'art nous montre, c'est qu'on peut laisser les œuvres nous informer sur les tendances, sur ce qui était le plus populaire en termes de configuration d'armure à l'époque. Et en ce qui concerne les équipements historiquement exacts, c'est ce type de précision que vous devriez viser si vous essayez d'être aussi fidèle que possible, en suivant les tendances que nous voyons dans l'art pour savoir ce qui est le plus représentatif afin de ne pas surreprésenter des choses qui seraient bien plus improbables ou rares. Même si elles sont possibles, il serait faux de dire que ce n'est pas historiquement exact. C'était ma réaction quand les gens disaient que ce n'était pas historiquement exact, mais je les ai écoutés et j'ai compris leur point de vue. Il n'est probablement pas juste de dire que c'est complètement historiquement exact, même si dans le langage courant, j'aurais généralement dit que c'est exact parce que c'est bien plus exact qu'inexact si cela a du sens. Et c'était assez facile pour moi de dire simplement « oui, historiquement exact ». Et c'est la même chose avec mon gambison, c'est possible, d'accord, un gambison de style plus ancien selon la période que je représente, ce début du 15e siècle, oui, il est possible que ces épaulières aient existé, elles sont plus représentatives des styles plus tardifs parce qu'elles sont associées à la brigandine de style plus récent, mais c'est possible, d'accord. Mais ce qui est bien plus probable, c'est que si on était au milieu du 15e siècle, on avait une cuirasse de brigandine comme celle-ci, qui bien sûr était transmise de génération en génération, et vous savez, des armures vieilles de 50 ans étaient encore portées, et puis il suffisait d'ajouter des épaulières de style plus moderne et de les attacher. Donc ce n'est vraiment pas exagéré du tout. Maintenant, les brigandines étaient portées avec un gambison, mais ce n'est pas aussi courant que ce qu'on voit avec la maille dans l'art. D'accord. Quand les brigandines sont portées, c'est soit avec une tunique ou une chemise en lin, soit avec de la maille.
Et là, j'ai trouvé une ou deux images où, d'accord, ça ressemble à un type de gant bison, mais c'est aussi le gant bison de style le plus récent, pas le style le plus ancien que je porte. C'est juste le seul que je porte. Mais l'autre chose, c'est que si vous allez imposer une sorte de sens de la mode moderne ou une esthétique moderne dans la composition de votre équipement, vous devriez être plus honnête en disant que c'est un équipement de fantasy inspiré de l'histoire. D'accord? Parce que en termes de fantasy, je serais ravi d'entrer dans l'univers du sorceleur habillé comme ça, et c'est un équipement vraiment, vraiment inspiré de l'histoire. Même si ce n'est pas 100% exact, c'est suffisamment plausible historiquement. J'ai déjà mentionné à quel point celui-ci est confortable et je suis vraiment satisfait de la qualité et du prix. Maintenant, en ce qui concerne le poids, la cuirasse seule pèse environ 8 kg, ce qui est en fait nettement plus léger. La portée seule n'est vraiment pas gênant du tout. Porter l'ensemble avec les spalières et les brassards arrive à environ 11 kg et demi, ce qui est assez intéressant. C'est très équivalent à ma cotte de maille, la cotte de maille seule, sans rien d'autre par-dessus. Elle fait 12 kilos tout rond, d'accord? Et donc, c'est ça qui est intéressant. Personnellement, je ne voudrais pas porter une cotte de maille complète avec cette brigandine, un pourpoint rembourré avec des manches en maille. Ça, je serais plus prêt à le considérer. Sinon, j'opterais en fait pour un gant bison, même si j'étais à l'époque médiévale, si j'avais des préférences similaires basées sur mon niveau de confort et le poids que je trouve bien plus gérable. C'est ça juste ici, d'accord? Je ne voudrais pas vraiment aller beaucoup plus loin que ça parce que j'aimerais garder ma mobilité, d'accord? Mon amplitude de mouvement et tout ça. Au fait, puisque j'ai mentionné ma cotte de maille, d'accord, je veux rectifier une idée qui circule et que moi-même j'ai beaucoup relayée dans notre communauté historique sur YouTube à propos de la maille. La maille, elle était absolument faite sur mesure, d'accord, en termes d'ajustement et de ce genre de choses. Mais dire qu'il n'y a jamais eu de cas historique où la maille n'était pas ajustée et était ample est en réalité incorrect. Maintenant, si nous voulons montrer quelqu'un qui a beaucoup d'argent, bien sûr, on s'attendrait à ce qu'il ait une maille correctement ajustée, comme on en voit des exemples, par exemple dans la Bible de Morgane. Voici une œuvre d'art historique montrant une cotte de maille non ajustée avec de longues manches très ouvertes, d'accord? Donc oui, cela se faisait historiquement, il faut juste replacer cela dans le bon contexte. Maintenant, pourquoi quelqu'un porterait-il une cotte de maille qui ne serait pas ajustée? Hérité, d'accord, c'est une option. Il n'avait pas l'argent pour la faire ajuster, mon pote, parce que production de masse, et si les cottes de maille étaient simplement fabriquées sans avoir quelqu'un pour adapter la taille, alors on les faisait à une taille standard, un peu comme la plupart des cottes de maille que vous pouvez acheter aujourd'hui. Elles vont être adaptées à une taille standard, pas à votre taille exacte, surtout, vous savez, la largeur des bras et tout ça, et du coup, ça n'ira pas parfaitement, d'accord? Et il y aura probablement des espaces et des ouvertures. Donc je voulais juste ajouter ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on parle d'armure ici. De toute façon, les plaques font 1 mm ou 18 gauges d'épaisseur. Il n'a pas précisé le type d'acier. Je vais supposer un acier de gamme moyenne. Je ne m'attends pas à du carbone. L'acier utilisé était de gamme moyenne, représentatif de la période médiévale, plutôt qu'un acier à haute teneur en carbone. Je vais nuancer ça en disant qu'il n'y avait pas qu'un seul type d'acier. D'accord, l'acier était aussi sur un spectre à la période médiévale et il y avait des aciers doux de moindre qualité pour les armures ainsi que des aciers au carbone de meilleure qualité. Ensuite, il y avait des armures en acier au carbone trempé et revenu, donc des armures en acier au carbone trempé et revenu. Chacune de ces armures aura des performances différentes selon la qualité de leur acier. Et donc, c'est un point important à considérer. Donc, quand je dis que l'acier doux, ou même simplement l'acier doux au carbone, est très représentatif, oui, ça l'était, mais ce n'était pas la seule chose. Il ne faut pas s'attendre à ce que toutes les armures soient en acier doux ou en acier au carbone moyen. D'accord? Il y a une gamme. Donc, encore une fois, je suis vraiment impressionné, vraiment satisfait de la qualité de ceci. Et honnêtement, je vais acheter plus de choses chez Steel Mastery parce que c'est parmi les meilleurs produits dans cette gamme de prix que j'ai pu trouver moi-même. Donc, ça vient avec une recommandation complète. Je donne à leur plastron une critique élogieuse. Honnêtement, en termes de précision et de qualité, il y avait quelques petits détails concernant la couture et aussi la solidité des rivets avec le temps. Le temps nous le dira. Pour terminer cette vidéo, je veux vous montrer l'amplitude de mouvement.
J'ai avec une épée, d'accord? Et j'ai déjà essayé ça rapidement. Et ici, j'ai une amplitude de mouvement complète pour tout ce que vous voulez faire, comme les combats d'entraînement. Et comme pour les frappes, donc pour maintenir différentes positions, d'accord, il y a très peu de restrictions. Aucune qui impacte le moindre mouvement que je veux faire avec une arme. Maintenant, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a aucun impact, comme ce mouvement ici, où je faisais un mouvement circulaire. D'accord, il y a un peu de raideur et de résistance, d'accord, mais ça ne m'empêche pas de faire le mouvement que je veux, d'accord, et comme ici en garde suspendue. Je peux le faire, d'accord, mais je ne peux pas lever les bras aussi haut que je le voudrais probablement. Donc, il y a ces choses à garder à l'esprit parce qu'avec n'importe quelle armure, à part peut-être le gambison, il va toujours y avoir une légère restriction de mouvement. Ça dépend de combien et si c'est préjudiciable au mouvement que tu dois faire. Et ce que je remarque avec, tu sais, l'épée longue, moi, je peux faire tous les mouvements dont j'ai besoin sans trop de problèmes. Et j'ai essayé de tester ça avec mon arc long et j'ai découvert que je n'étais pas en condition physique pour le faire. J'avais fait un peu de travail la veille en déplaçant de grandes plaques de plâtre et mes bras et mes épaules étaient vraiment endoloris, à tel point que je ne pouvais même pas bander l'arc tout seul sans les spalières et les brassards. Déterminer l'impact du port des brassards et des spalières sur le tir à l'arc était impossible, car j'étais trop endolori pour bander l'arc sans eux. Je garde ça pour une autre vidéo. En attendant, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir steelmastery.com. Ils ont une large gamme de superbes produits médiévaux et je peux au moins recommander vivement la cuirasse brigandine ainsi que les spalières et les brassards. Je mettrai un lien dans la description. J'espère vous retrouver dans ma prochaine vidéo et d'ici là, échec.